l'éthique de la responsabilité. Ce que j'appelle dans l'éthique de la responsabilité, c'est l'importance de prendre conscience et d'agir en fonction du fait que le travail que je fais comme chercheur a des impacts sur la construction de la société et du monde dans lequel je vis. Je participe par le travail que je fais, par la recherche que je fais, à la vision de soi, à la vision de l'autre, à la vision de la société. En tant qu'acteur clé dans la production de connaissances, je suis responsable des visées, des fins et puis des effets de mes recherches. Quelle que soit la posture qu'on adopte, on est de plein pied, comme chercheur, dans cette vaste entreprise de gouvernementalité. Alors, que fait-on de la relation entre les sujets, le chercheur et l'autre, l'enquêté, l'observé, constituent bien, me semble-t-il, les deux axes de l'activité, de l'action de la recherche. Que fait-on de l'implication du chercheur et sa vision de la société? Comment tenir à distance? Comment marquer cette distanciation par une opération de déconstruction, construction de l'objet de recherche qui poserait à la fois un questionnement éthique et méthodologique? Nous travaillons avec des gens, des sujets, au cœur de la relation humaine. Ce qui accroît la difficulté en la matière et la question de l'éthique est en partie recouverte par celle du scientifique, ou de ce qui semble scientifique, non indemne de dimension subjective ou idéologique. Faut-il penser autrement notre rapport aux individus, auprès desquels nous allons recueillir des données, et à l'usage que nous ferons ensuite de ces matériaux que nous trions, organisons, interprétons et reconstruisons pour produire du sens. La responsabilité, je dirais l'éthique de la responsabilité, c'est aussi de prendre une distance par rapport à tout ce que je viens de parler, même si on est de plein pied dedans, d'en être conscient et d'arriver quand même à en prendre une distance et de réaliser que tous ces discours, que ces discours institutionnels, ils morcellent le réel. Ils morcellent notre société, ils morcellent les populations. Et d'être conscient justement de ce que j'ai résumé en fait tantôt, qu'on fait partie de cette entreprise de gouvernementalité, qu'on fait partie de cette organisation de la société qui a des objectifs qui ne sont pas nécessairement liés ou qui ne sont pas nécessairement pensés en fonction d'un bien-être ou d'une création d'une société où la majorité des individus vont avoir une voix, une parole et qui vont être reconnus. Pour moi aussi, une responsabilité sociale et politique, c'est aussi de produire des connaissances qui nous montrent le monde et qui nous montrent les humains autrement que justement dans cette logique de peur et de menace, de dérive, d'évitement du pire. On adopte une approche de plus en plus en termes de droits humains, de justice, d'égalité, etc. Et donc, évidemment, il est très facile de verser dans l'humanitaire, l'humanitarisme. Et alors, évidemment, là, ça influe fortement sur notre vision de l'éthique de la recherche et de nos pratiques. Alors, où se niche la réflexion éthique? Sans doute au croisement de nos questionnements méthodologiques et épistémologiques, dans le sens d'une interrogation sur notre éthique de chercheur, sur nos pratiques de recherche et sur l'éthique de la recherche de façon plus globale. Indépendamment de l'éthique, c'est-à-dire que pour moi, il me semble quand même important d'avoir de garder cette idée d'instance extérieure. Le risque, c'est qu'effectivement, on combine, on est dans des petits arrangements entre médecins, chercheurs, des sciences sociales, les protocoles se mettent en place, on est dans des négociations, etc. Et je pense qu'il y a des dérives possibles par rapport à cette question d'éthique. Donc je pense qu'il faut, pour moi, une instance extérieure régulatrice, distanciée, etc. Après, par rapport à cette question-là, moi ce que je dénonce avec force, c'est peut-être l'empilement des dispositifs, parce que c'est chronique des informations
recherche se mettent en place. Et du coup, en termes de méthodologie, voilà, dès qu'on est dans des petits arrangements, des petites négociations comme ça, entre chercheurs, je pense que ça peut être dangereux. Parce qu'on se fixe nos propres limites, nos propres références d'éthique sur la recherche. Et voilà, je pense qu'il faut faire très attention. Parce que je dis, si par contexte, on veut dire dimension politique aussi. Ah oui. Parce qu'en partie dans ce que dit Karine, je suis très frappé par ça, parce que ça rejoint ce que Patricia et Sylvia, je crois, disaient ce matin, quand je crois que c'est Patricia qui parlait d'éthique comme substitution à la question politique, quelque chose comme ça. À la religion qui n'est plus. Oui, mais même à la façon de parler des choses. C'est-à-dire qu'il y a certaines époques où on pouvait, je sais pas, en France par exemple, dans les années 70, il y a des questions dont on parlait en termes politiques. Et les mêmes questions aujourd'hui, on en parle en termes éthiques. Et pourquoi ça? C'est pas le rapport au pouvoir, seulement de. Voilà, il est question de pouvoir, et au lieu de dire politique, on dit maintenant éthique. Et je reviens sur ça, et on voit des contextes différents. L'exemple de Karine, à mon avis, est particulièrement frappant parce que quand elle parle de la. Tu dis, on ne va plus avoir le choix parce que la communauté elle-même, etc. Bon, vous voyez, ça n'épuise pas la question parce que est-ce que ça veut dire que le chercheur va accepter ce code que lui impose la communauté parce que c'est une communauté vulnérable? L'exemple de Valérie sur les gens à la rue, moi souvent je prends l'exemple des pauvres, en France, des pauvres. Quand les chercheurs font des recherches avec les pauvres, d'un seul coup ils se mettent à penser autrement que quand ils font des recherches avec les riches. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est comme si un pauvre avait davantage raison qu'un riche, du point de vue de l'écoute que le chercheur lui prête. Si les pauvres sont organisés entre eux, c'est des choses qu'on voit dans certains quartiers, ils s'organisent éventuellement sous l'organisation du trafiquant qui contrôle la vente de drogue dans le quartier. Au Brésil, on a des choses comme ça. Est-ce que parce que celui qui est présenté par la communauté comme étant le porte-parole, que ce soit le sage, que ce soit le malin, c'est lui qui dit je demande aux chercheurs de respecter ceci, cela, etc. Ça pose aux chercheurs exactement la même question que quand c'est le code éthique de l'université. Voilà. Et ça, c'est assez important, du coup, c'est ces questions de contexte, parce que quand tu dis on va plus avoir le choix, etc., moi je dirais plutôt l'histoire va continuer, ça va la déplacer. Ça va la déplacer. Mais effectivement, il doit y avoir, je suppose, un moment de déstabilisation. Parce que subitement, les souris nous demandent des comptes. Mais le chef souris, ça reste un chef politique qui domine les autres. Et donc pour le chercheur, c'est la même chose que si c'était le maire de la ville ou le PDG de McCormick. Donc voilà, contexte. Oui, contexte, parce que social, contexte politique, culturel. Alors il y a des gens qui ont le cerveau comme ci, qui mettent de la valeur ici, etc. Il y a aussi une bonne vieille réalité politique, et que ce soit des autochtones ou des gens, une communauté riche. D'ailleurs, c'était très. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur le fait qu'il y a des communautés autochtones riches. Voilà. Alors ça vient bousculer la représentation qu'on peut avoir, un peu misérabiliste, enfin vu de chez nous. Non, mais l'individuel existe. Est-ce que l'individu existe? Parce que je mets ça en lien direct avec les questions éthiques ou politiques. Et on le voit dans le passage de la dimension de morale professionnelle à la dimension d'éthique professionnelle. Qu'est-ce qui se passe dans ce passage morale-éthique? En général, on célèbre. Parce que pourquoi on la célèbre? On dit, dans la morale professionnelle ancienne, les infirmières, les travailleurs sociaux, les enseignants, le professionnel, comme individu, devait se plier à un code moral, des choses prescrites, on fait ça, on ne fait pas ça, la frontière est là, etc. C'était relativement clair. Et puis, aujourd'hui, on passe avec des évolutions, etc., à l'idée, Anne l'a rappelé, c'est-à-dire qu'on dit,
une infirmière aujourd'hui, y compris en France, si elle estime que le médecin a fait une mauvaise prescription, il est de son devoir de dire non. Donc il est de son devoir de s'opposer. Il faut qu'elle prenne le risque individuel. On passe d'une logique de morale collective, prescrite, etc., qui fait que il y a 50 ans, l'infirmière n'aurait jamais fait ça. Elle aurait dit à sa chef de secteur, disons, il se pose des problèmes, etc. Et la chef de secteur aurait essayé de négocier quelque chose avec le médecin à l'intérieur d'un code, etc. Aujourd'hui, c'est renvoyer la responsabilité individuelle. Pourquoi? Parce que la personne peut se retrouver individuellement devant un tribunal. Il ne sera plus automatiquement couvert par sa profession. En France, on le voit très nettement, ça touche même les médecins, alors qu'ils ont un groupe professionnel très fort, un ordre très fort. Et bien aujourd'hui, les médecins ne sont plus du tout à l'abri de se retrouver eux aussi devant un tribunal pour des actes professionnels, chirurgicales, etc. Des mauvaises prescriptions. Alors, vous voyez, c'est-à-dire, et la question de l'éthique, elle arrive là, c'est-à-dire qu'elle arrive aussi, bon, il y a des philosophes qui travaillent cette question et qui le diraient beaucoup mieux que moi, on passe d'une responsabilité collective à une responsabilité individuelle. Donc on suppose que il y a un individu, il existe un individu qui peut porter une responsabilité qui auparavant était portée plus de façon collective. Alors on peut trouver ça super bien, parce que c'est l'émancipation. L'individu est émancipé du groupe. Il peut se déterminer, il peut dire non alors que tout le monde dit oui, etc. Mais en même temps, dans le même mouvement, il y a, qu'est-ce qu'il faut dire sur ça, un jugement de valeur. Il y a une augmentation du poids, évidemment, qui pèse sur ce supposé individu pensé comme électron libre, finalement. Alors que, comme ça a été dit, où est-ce qu'il est électron libre? Il est pris dans tout un tas de choses. Vous voyez, voilà le rapport avec le posage. Quand vous parlez individu, personnel, etc., il ne faut peut-être pas faire l'économie de se dire mais c'est quoi ce truc? On suppose l'individu, mais on n'a pas toujours supposé l'individu. L'individu en tant qu'être autonome. Alors c'est le grand truc des politiques publiques d'ailleurs. L'action publique en Europe, ici je ne sais pas, mais repose sur l'hypothèse prescriptive d'un individu autonome et responsable. L'individu, y compris le malade qui est en train de subir un protocole de soins. Lui-même, il est supposé autonome et responsable. C'est-à-dire qu'à la limite, à certains moments, enfin c'est pas à la limite d'ailleurs, c'est écrit, il est le pilote de ce qui lui arrive. Et dans certaines situations, il est responsable de sa maladie finalement. Puisqu'évidemment, tout le monde se renvoie le risque. Si le médecin a un risque de se trouver devant un tribunal, le corps médical fait en sorte de trouver des moyens de renvoyer éventuellement le problème du côté du patient, qui s'organise et qui n'est pas une victime non plus. Il y a des associations malades, etc. Mais comme par hasard, on se rend compte qu'il y a certaines maladies qui ont des associations puissantes, certaines maladies, certains groupes de malades, et d'autres, des maladies plus ou moins honteuses ou répandues dans des milieux plus vulnérables, qui ont des associations, qui n'ont pas d'association, ou qui ont des associations plus puissantes. Donc voilà, je voulais faire ça, je profitais de la brèche pour rebondir sur cette question de l'individu. Alors ici, j'ai entendu depuis 2-3 jours, vous dites beaucoup néolibéral, voilà, c'est cette idée-là du néolibéralisme, alors d'autres disent l'individualisme, etc. Bon, c'est-à-dire ça tombe pas du ciel, tout ça, il n'y a pas des individus dont le code génétique a changé, aujourd'hui sont plus individualistes qu'hier. Il y a bien quelque chose qui les façonne plus individualistes qu'hier. Oui, il y a des conséquences à ça aussi. Exactement. En termes d'éthique, moi j'en suis à une phase de lancement d'un projet de recherche et donc actuellement je suis confrontée à cette question de l'éthique procédurale, ce qu'on nomme ici l'éthique procédurale. C'est-à-dire que l'idée est de présenter son protocole de recherche à différentes instances et on se rend compte que c'est extrêmement lourd et que finalement, le chercheur, on est confronté à des logiques que je qualifie
voilà, des logiques antagonistes, dans la mesure où il faut concilier la logique du chercheur, qui va absolument rapidement mettre son dispositif de recherche en œuvre, la logique du financeur et la logique des instances d'éthique. Et ça, c'est extrêmement compliqué, sachant que la logique du financeur, évidemment, c'est la production d'un rapport de recherche à la date de la convention, que la logique de l'éthique, c'est très très long parce que ça passe par différentes instances, c'est des dossiers extrêmement lourds, etc. Et donc voilà, il faut concilier tout ça. Et que la logique, pour moi, de l'éthique procédurale est pensée, peut-être trop pensée, comme une sorte de système rationnel, d'organisation rationnelle. Et du coup, voilà, le rôle du chercheur, c'est d'arriver à concilier tout ça. Bien évidemment, pour moi, il faut des garde-fous, parce qu'il ne s'agit pas de prétendre qu'on est éthique pour être dans une position éthique. Donc, il faut absolument des garde-fous. Il faut des instances régulatrices extérieures, etc. Mais le problème, c'est que quand ça devient, en tout cas, ça donne le sentiment de devenir complètement contre-productif pour la recherche et pour les personnes avec lesquelles on travaille. C'est là où je pense qu'il y a peut-être un dérapage. Si on met de côté. On ne peut pas faire l'économie du rapport de pouvoir qui s'instaure malgré la volonté d'établir une dynamique de recherche avec. La question de l'éthique, on l'a beaucoup dit dans le symposium, pour moi la question de l'éthique, elle est directement liée à la question du politique. Donc elle est liée effectivement, la transition est bonne, elle est liée à la question du pouvoir. Mais justement, elle est liée à la question du pouvoir au-delà de la micro-situation. C'est-à-dire quand on construit un dispositif dans une recherche menée avec des personnes concernées par la recherche, on construit un dispositif et on travaille dans des temps donnés, dans des lieux donnés, dans des espaces donnés. Et là, bien sûr, il y a des rapports de pouvoir, de savoir, etc. Mais cette petite situation est traversée par des enjeux politiques beaucoup plus larges. Par exemple, en ce moment, je travaille sur des questions liées à la parentalité. Quand je travaille avec un groupe de parents dans un espace et un temps et un lieu donné, j'y travaille en direct là, tout de suite maintenant, mais ce qu'on est en train de faire, ce dont on est en train de parler, est en lien avec des enjeux politiques, économiques, etc., plus larges. Et je pense, pour moi, si aujourd'hui je m'interroge sur la dimension éthique, pour moi la dimension éthique, c'est comment faire en sorte que dans cette situation immédiate qui implique un échange avec ces personnes, on soit bien situé dans ce contexte politique. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas comme si on était sur la Lune, comme si on était dans un espace protégé, dans un espace qui soit sans connexion, sans rapport avec le contexte politique du moment. Concrètement, quand on travaille avec des groupes de parents aujourd'hui et qu'on échange sur leurs pratiques de parents, leurs relations aux services sociaux, par exemple, eh bien, on ne peut pas faire abstraction du fait que la politique aujourd'hui fait injonction aux travailleurs sociaux de travailler en faisant participer les usagers du travail social et que ces usagers ne veulent pas forcément participer et que donc ils se sauvent. Et donc quand on échange, quand on discute avec des parents, on va discuter sur la façon dont éventuellement ils se sauvent, dont ils essayent de se protéger des travailleurs sociaux. Et je dirais aujourd'hui que le penser de façon éthique, c'est le penser en lien avec cette nouvelle façon qui est déterminée politiquement de penser le travail des services sociaux. On ne peut pas faire comme si les personnes qui se dérobent aux services sociaux ne le faisaient que pour échapper à des personnes que sont les assistants sociaux, etc. Ou bien parce qu'ils ont quelque chose à cacher. Il faut aussi interpréter ça et discuter ça en rapport avec des évolutions qui définissent un cadre politique nouveau,
qui définit d'une nouvelle manière, depuis le début des années 2000, ce que ça veut dire que d'être parent. Et bien, parent, depuis les années 2000, ça veut dire quelque chose d'autre que dans les années 80 en France, par exemple. Et donc ça se prend en compte dans le travail avec les parents ici, par exemple. Il apparaît que les codes éthiques, bien qu'ils soient les produits d'autres codes visant à garantir le respect des individus, il constitue lui-même un ensemble de normes prédéterminées et atemporelles qui prescrivent des manières d'agir spécifiques. Nous ne cherchons pas ici à analyser le contenu de chaque norme établie par les codes, plutôt que nous intéresser à ce que dit les codes, nous cherchons à interroger son existence même. Au lieu d'évaluer la pertinence de ce qu'il préconise, nous élargirons la discussion pour mieux questionner l'attitude éthique consistant à soumettre un code composé de prescriptions. Avec les chercheurs, il y avait un contrat de collaboration avec des exigences éthiques sur la production, la diffusion d'un certain nombre de documents, le fait que des choses devaient rester confidentielles. Voilà, il y a un détail, il y a un détail du projet de recherche qui est explicitement consacré à ces questions éthiques et déontologiques, où on a posé les bases d'une collaboration saine entre des enseignants et des chercheurs. Dans cette recherche, on a vraiment mis beaucoup d'attention à ce contrat de collaboration et aux dimensions éthiques et déontologiques de la collaboration. C'est ce qui a permis d'être en confiance, que les enseignants aient confiance en nous et qu'on puisse avec eux mener cette recherche collaborative. Donc ça, c'est très important. L'autre élément qui me semble important, c'est la question de la confidentialité, qui est extrêmement important pour nos comités d'éthique. Alors, je vous montrais à dessein cette fiche, cette grille, qui paraît un petit peu anodine comme ça, mais qui au fond oblige les personnes non seulement à se situer dans le temps, mais revenir sur leur vie matrimoniale, les naissances, les travaux qu'elles ont faits, etc., etc. Et donc ici, au dire de cette enquêtrice, bon, peut-être qu'il y a eu des questions à un moment donné, on me demandait pourquoi ces questions qui sont un petit peu poussées, on est obligé de donner des noms. Alors les noms évidemment disparaissent, mais pour pouvoir se repérer tout au long de l'enquête, il faut pouvoir donner des noms. Donc à ce moment-là, évidemment, la personne est en droit de poser la question de la confidentialité. Il y avait des questions qui gênaient, etc., etc. Alors, une des questions qui peut se poser ici, c'est que, évidemment, toutes ces informations nominatives disparaissent totalement dans le traitement de l'information. Mais au fond, évidemment, la question qu'on peut poser, c'est dans quelle mesure on est réellement fidèle à la réalité qui a été partagée par les participants. Bien, la question éthique, il y a deux niveaux, je dirais. Il y a le niveau, il y a ici au Canada et à l'Université d'Ottawa, dans toutes les universités, mais particulièrement à l'Université d'Ottawa. Mais pour cette recherche, je l'ai faite, j'étais à l'Université de Montréal. Alors, toute la question, il y avait besoin d'une procédure éthique, c'est-à-dire une demande de certificat. Pour faire la recherche, il fallait avoir une demande de certificat éthique qui a été assez facile à avoir, je dirais. J'ai présenté mon projet. Je l'ai envoyé à l'université et on a approuvé avec... Évidemment, il fallait que les jeunes signent des formulaires de consentement. Mais on ne m'a pas demandé, on ne m'a pas obligé d'avoir, à ce moment-là, on n'avait pas l'obligation d'avoir d'autorisation des parents. C'était assez simple, je dirais, par rapport à ça à l'Université de Montréal. À l'Université d'Ottawa, ici, parce que j'ai fait une autre recherche préliminaire suite à cette recherche-là, c'est plus compliqué au niveau procédural. Parce qu'on demande d'avoir vraiment tous les outils de collecte de données
avant de mener la recherche. Pour avoir l'approbation éthique, on doit approuver tous les outils, toutes les questions qui vont être posées aux adolescents, et vraiment bien exprimer et prouver, en quelque sorte, en tout cas faire la preuve que ce que vont vivre les adolescents, ça leur portera aucun préjudice, ou en tout cas que les risques qu'ils courent sont nécessairement beaucoup moins élevés que tous les avantages qui vont en bénéficier. Puis ce qui est très bien aussi, là, cette vigilance-là est importante, évidemment. Seulement dans une certaine mesure où, des fois, cette question-là va déborder, selon nous, des fois la question éthique, et pour protéger, et puis ça devient protéger, mais ça devient aussi contrôler beaucoup la recherche et les méthodologies de recherche. Des fois, avec la bonne intention, justement, de respecter tant la liberté de participer des jeunes ou des personnes en général, mais là c'est des jeunes, que de s'assurer aussi qu'ils sont pas, on les met pas. Sur l'éthique, c'est vrai que dans les situations dont je viens de parler, il y a des dimensions éthiques. Dans l'entretien d'explicitation, c'est la personne qui choisit le moment qu'elle souhaite exposer, donc elle est libre de raconter la situation qu'elle veut. Le chercheur n'impose pas une situation ou n'impose pas des questions préétablies. Il y a juste une question de départ et après la personne raconte la situation qu'elle veut. Donc c'est très respectueux du fonctionnement de la personne et de ce qu'elle souhaite raconter au chercheur. Dans l'entretien d'autoconfrontation tel qu'on l'a réalisé pour Néopass, là effectivement l'éthique est fondamentale parce qu'on n'est pas dans le jugement de la personne. Comme je disais, l'objectif c'est d'aider la personne à dire les questions qu'elle se pose, à faire l'inventaire des problèmes professionnels, des préoccupations professionnelles qui sont les siennes, et ensuite que grâce au regard d'autres, soit des débutants, soit des enseignants plus expérimentés, cette personne puisse progresser professionnellement, être augmentée en expérience et en compétences professionnelles. C'est pour ça que là, l'exigence éthique, c'est d'accompagner la personne sur une durée, c'est-à-dire on la filme au début de l'année, mais on revient la voir plusieurs fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois dans l'année, et on essaye de voir aussi d'autres situations professionnelles où elle a progressé, où il y a des réussites. Et ça, c'est même essentiel. De même, sur le site Néopass, on ne montre pas de vidéos sans l'accord des personnes. Donc s'il y a des situations où elles sont vraiment trop en difficulté, les responsables de la plateforme ne passent pas la vidéo, ou ils demandent l'accord de la personne s'ils ont un doute. Mais jamais on ne passera de vidéo, on ne mettra en ligne de vidéo sans l'accord de la personne. Ça, c'est tout à fait important. Et puis dans un autre exemple de recherche dont je n'ai pas encore parlé, une recherche collaborative là, qui a démarré avec une école à Paris, l'école d'Oran, là, l'exigence éthique, elle est différente parce qu'on a co-construit le projet de recherche avec les enseignants. C'est-à-dire que pendant 1 an, on a écouté les demandes qu'ils avaient, les questions qu'ils se posaient. Nous avions aussi des demandes, des questions, des désirs d'aller chercher des choses, des objets de recherche qui nous questionnaient. Donc il a fallu faire tout ce travail d'échange de paroles, de croisement un petit peu des souhaits et des désirs de chacun. Donc ça a pris pas mal de temps, 1 année, et on s'est donc pour construire ce projet, et on s'est aussi beaucoup appuyé sur une pratique, un contrat de collaboration qui existait dans l'histoire de la pédagogie institutionnelle, hein, quand les premiers groupes de Fernand Houry, autour de Fernand Houry, Aïda Vasquez. Et la première étape de ce tiraillement très concret arrive avec le consentement libre, le fameux consentement libre et éclairé. Donc là, évidemment, je ne vous demande pas de lire, c'est juste un exemple, encore une fois. C'est du formulaire de consentement qui finalement, tel qu'exigé au niveau de nos institutions, peut parfois s'avérer assez long et assez compliqué à expliquer, avec des signatures, etc. Après discussion, se réduit globalement à 1 page, avec les éléments qui semblent les plus pertinents compte tenu du contexte. Alors maintenant, est-ce qu'en ça, on est déontologiquement en accord avec nos institutions ou pas? Ça, c'est une question qu'il faudrait se poser.
Mais c'est aussi évidemment le sens et le rôle de, de toute cette démarche vers laquelle il faudrait peut-être, pour laquelle il faudrait interroger non pas le chercheur qui parfois est mal placé pour y répondre, mais plutôt les personnes sur place qui, elles, connaissent leur milieu et ce que les personnes attendent exactement. C'était quand même une grosse prise de risque. Hein. C'est Lucria qui dit souvent, voilà, ils acceptent de donner leur corps à la science, il dit ça en prenant évidemment l'analogie avec la médecine. Nous avons souvent observé, au cours de notre expérience de la recherche, que la gestion de la récalcitrance de sujets pouvait se choquer à des préceptes du code éthique. Nous avons été confrontés au refus de la part de nombreux sujets de signer les contrats lors de la première rencontre. Mais, selon les codes éthiques formels, ces contrats, appelés termes de consentement libre et éclairé, doivent être signés par les sujets avant le début de la recherche. Mais, plutôt que de considérer la récalcitrance comme un obstacle et d'écarter de la recherche les sujets récalcitrants, nous avons décidé de lui attribuer le rôle d'analyseur. Nous nous sommes rapidement aperçus que les rapports de coopération de la recherche soulevaient certains problèmes et devaient être mieux construits avec nos sujets. La norme consistant à ne pouvoir entrer sur le terrain qu'avec l'autorisation formelle des sujets a été mise de côté au profit d'un processus contractuel réalisé tout au long de la recherche. Nous avons transformé l'accord contractuel en un processus graduel et continu de construction du partenariat. Peut-être, Sinira, je trouve que dans ce que tu dis, il y a à la fois des protocoles de recherche qui sont validés par un comité d'éthique, une commission, qui repose sur un certain nombre de critères et qui ferait qu'on accepterait certains silences, par exemple les tolérances pour ne pas nuire aux résultats. Mais ça, c'est une préoccupation de protocole, en fait, de procédure. Et en fait, pour moi, c'est pas la même chose qu'une éthique de chercheur. Parce que là, il y a une variété d'éthiques de chercheurs et elle ne recouvre pas nécessairement celle qui est définie par le comité d'éthique, qui est une certaine manière de voir le déroulement d'une recherche. Et moi, j'ai l'impression, moi, j'ai pas eu affaire à des comités d'éthique, mais j'ai l'impression que finalement, quand on a affaire à des comités d'éthique, peut-être on leur présente les choses presque pour leur faire plaisir, en fait, pour qu'ils nous laissent tranquilles, et qu'après, c'est l'éthique du chercheur ou la pratique de la recherche qui opère des ajustements ou pas, qui met parfois des choses sous le tapis ou pas, etc. Et ça peut créer peut-être des transgressions, plus ou moins importantes. Et l'autre élément, c'est que je pense que par rapport à ton cas, je pense que les protocoles de recherche, parfois, ne se préoccupent pas des éthiques professionnelles, c'est-à-dire de comment des professionnels vont réagir, parce que les protocoles de recherche, parfois, ils peuvent être hors sol. Quand on écrit un projet de recherche, parfois, finalement, on décrit un espèce de truc idéal qui va bien s'enchaîner, il y aura tant de cas, tout ça est un peu... pour chercher de l'argent, et donc du coup, on va dire N individus qui auront tel profil, voilà. Mais on ne se pose pas la question des individus en chair, en fait. Et donc, ton cas, il présente finalement une éthique, un protocole de recherche validé par un comité d'éthique qui rentre en conflit avec une éthique professionnelle
et qui finalement l'avaient complètement mise de côté, en fait, qui s'en souciaient pas, voire même des médecins qui estimaient que vous seriez de leur côté au nom de la recherche. Voilà, comme si au nom du protocole de recherche, ils pensaient à votre place que vous auriez nécessairement mis de côté votre éthique professionnelle. Et après, je pense, enfin, pour finir, je pense que le rapport que l'on a, nous, personnellement, à notre pratique de recherche, c'est une éthique qui est inscrite quasiment nulle part et qui est liée à nos expériences, nos histoires, qu'est-ce qui a fait qu'on fait de la recherche, nos visées politiques peut-être, tu vois, je trouve que c'est quelque chose de très mou en fait et très individuel. Et en fait on se rend compte que quand on crée des liens avec certains chercheurs, c'est parce que souvent à un moment on se dit ben, on a la même vision de la manière de faire de la recherche, et ben, on a des affinités éthiques, et ce qui fait qu'on arrive à travailler ensemble, et ce qui fait que parfois ça explose dans des équipes parce qu'on ne voit pas la recherche de la même manière finalement, mais qu'on pensait qu'on pourrait faire ensemble. Est-ce que tu es dans une posture éthique, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Oui, c'est dans une posture éthique, c'est bah, ça fait plus appel à une intériorisation plus qu'à la posture, il me semble. Bah, ça se traduit par une posture, ça se traduit par la relation, ça se traduit... Mais c'est... si par exemple chacun fait un tour de table et on dit dis-moi ta manière de... Pour toi c'est quoi? Qu'est-ce que tu mettrais en avant si tu avais à qualifier ta manière de faire de la recherche, par exemple des principes sur lesquels tu ne veux pas négocier? Voilà, tes principes. Et ben, peut-être qu'on mettrait en avant des choses différentes. Certains, ce serait il faut que mon échantillon soit parfaitement représentatif. Mais d'autres, ils vont dire... mais en même temps, ils existent, hein, ces gens-là. Et d'autres vont dire il faut que... je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire. On mettra pas... Et ça s'inscrit dans la temporalité aussi. Ça parce se construit, je pense. À un moment donné, voilà, on peut être aussi amené à se questionner et à se dire... Là, ça me bouscule, je ne peux pas. Même si on avait anticipé avant que ce soit dans l'organisation, soit du protocole de recherche, soit... c'est qu'à un moment donné, ça vient aussi... moi, je trouve que ça s'inscrit aussi dans la temporalité. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir... On peut ne pas l'avoir anticipé, même si on pense avoir peut-être suffisamment réfléchi et organisé son protocole avec une certaine éthique. Mais qu'à un moment donné, au moment où on se trouve, on est obligé intrinsèquement de se poser la question, et là ça vient nous heurter et on s'en rend compte. Mais ça c'était non anticipé, je dirais. Donc il y a aussi une notion, de mon point de vue, il y aurait aussi une notion de temporalité qui pourrait s'inscrire dans une transgression possible de l'éthique. Ça finalement, ça génère des modèles, des modèles qui universalisent, des modèles qui sont des, comme on a vu hier aussi, le discours des bonnes pratiques. Comment on fait en intervention, comment on agit. On arrive avec un peu un modèle ou une marche à suivre qui souvent, quand on arrive à la vie réelle sur le terrain, on voit qu'il y a une tension, une difficulté de mettre en application ce modèle-là. Parce que ce qu'on trouve sur le terrain, c'est forcément plein d'inattendus, plein d'imprévus. Et la population sur laquelle on avait fondé le modèle, ben souvent, il ne tient pas compte de cette place active qu'a la personne qu'on veut aider souvent. On ne tient pas, ou il n'est pas pensé comme que la personne va générer de l'incertitude, va briser le modèle nécessairement. Fait que ça rend souvent le travail ou une tension perpétuelle pour l'intervenant qui arrive et qui a appris des modèles et qui doit constamment faire face à une réalité qui ne s'apprend pas finalement, qui s'apprend sur le terrain, qui s'apprend justement des personnes avec qui il entre en interaction, avec qui
avec les personnes qu'il est là pour travailler avec. Alors en France, ainsi que dans d'autres nations du monde occidental, la réflexion éthique de la recherche est directement liée à la perversion de l'activité scientifique au cours de la Seconde Guerre mondiale, la révélation des expérimentations médicales du régime nazi, voilà, j'ai perdu le fil. Donc, à travers ensuite le code de Nuremberg en 1947 et plus tard la déclaration d'Helsinki adoptée en 1964. Donc cette déclaration a été élaborée par l'Association mondiale des médecins et propose des recommandations et des principes éthiques. Cette déclaration d'Helsinki a été amendée et largement revisitée à plusieurs reprises depuis. Donc, la révélation, je reviens à ce que j'ai dit précédemment, donc cette révélation des expérimentations médicales du régime nazi, à travers ce code et ensuite cette déclaration d'Helsinki, ont instauré des règles qui sont, à mon sens, avant tout des règles juridiques, pensées comme universelles, afin de normaliser la conduite des recherches biomédicales sur des êtres humains. C'est ce modèle biomédical qui servira de matrice pour les sciences sociales. L'accent est mis d'ailleurs dans les textes officiels sur la protection des sujets humains. Alors on peut évidemment s'interroger sur le sens de cette protection des sujets humains, puisque s'agissant de biomédecine, les personnes soumises à des expérimentations biologiques ou des essais cliniques sont des objets de recherche, des objets de la recherche. La société dans son ensemble est traversée par des problématiques éthiques qui touchent un nombre de plus en plus grand de secteurs: éthique des affaires, éthique industrielle, du travail, du soin, de l'intervention sociale, de la communication et de l'information, de l'éducation. Et j'en oublie certainement. Voir la manière de penser les sociétés aujourd'hui en fonction des risques, des dangers, des écarts à la norme, ou encore, et énormément aussi, en fonction de la diminution des coûts. Alors, on a pu relever plusieurs formes d'éthique, si je peux m'exprimer ainsi, qui sont liées. On a parlé d'une éthique de responsabilité, d'une éthique du soin, dans l'objectif de rendre l'acteur sujet. On a le fait que le chercheur agit par sa présence, par une manière d'être avec les différents acteurs. Il a été question aussi du contrat éthique qui peut être rompu au moment de la restitution, par exemple, et puis l'idée d'une confrontation entre justement plusieurs éthiques ou plusieurs contrats éthiques. L'éthique qui peut être prise aussi dans le sens d'une garantie de limite à ne pas dépasser, ou de la préservation aussi de données dites sensibles. On fait, dans le fond, on pense des modèles, on pense des théorisations, souvent avec la meilleure intention du monde, la meilleure intention de vouloir aider, alléger la souffrance, mais souvent sans jamais se mettre à sa place, sans jamais pouvoir non plus vraiment se mettre à sa place. Tout le temps, c'est sur la base d'une expertise qualifiée, d'une expertise scientifique ou d'une expertise professionnelle. Ce phénomène a trouvé depuis déjà un moment une certaine forme de critique. Je pense en particulier aux travaux d'Etchegolyen dans son ouvrage « La valse des éthiques ». Et selon lui, l'éthique n'est pas morale. La morale est un système de valeurs et de devoirs qui cimente les rapports sociaux dans leur ensemble, alors que l'éthique regroupe des valeurs en fonction d'un intérêt donné. Si une société peut afficher une morale, chaque corporatisme peut afficher une éthique. En Amérique du Nord, et j'arrêterai ensuite cette parenthèse, il est question d'éthique au pluriel, et pour les Québécois, me semble-t-il, ou en tout cas de ce que j'ai saisi, on évoque une éthique générale de la société et une éthique sectorielle. Celle, par exemple, des codes de déontologie relatifs
à presque toutes les professions sanitaires, sociales et éducatives, entre autres. Il s'agit de préciser des valeurs, des objectifs et des limites pour guider les actions. La problématisation du social qui se fait par la voie de l'expertise, on pourrait dire, le savoir des experts dans la gestion de l'intervention sociale, il y a 3 dynamiques à l'œuvre à l'intervention. Justement, c'est ça, c'est la structuration du champ de l'intervention qui est fait par le point de vue de l'expert, par le point de vue dominant, voire quasiment exclusif de l'expert. C'est l'expert qui redéfinit et qui définit et redéfinit pour les autres, à la place des autres, qui sont souvent tenus à l'écart, les situations, les besoins et les aspirations. On voit souvent une non-reconnaissance aux malades, aux déviants, la capacité de définir les problèmes auxquels il fait face, l'incapacité de les analyser, ni de proposer des voies d'action pour résoudre les problèmes qu'il a relevés. Ben, des fois, il y a comme une espèce de surinvestissement, on pourrait dire, de ce rôle-là des comités d'éthique. Je le sais parce que je fais partie d'un comité d'éthique dans une autre institution, puis je vois le danger qui guette de se sentir un peu investi d'un pouvoir que nous donne cette nécessaire approbation donnée par un comité d'éthique de la recherche. Ce que je pourrais dire par rapport à l'éthique, des fois, par rapport à la dimension éthique, c'est un peu ce que j'entends, en tout cas autour de moi, c'est que ça risque, ou ce que ça fait, pas ça risque, ce que ça fait des fois, c'est qu'on va faire de la recherche auprès de personnes qui sont jugées non vulnérables. Comme on va plutôt être porté d'aller interviewer des intervenants, des décideurs, des gestionnaires, qui, aux yeux des comités d'éthique, comportent aucun risque, sauf peut-être au niveau des employés, je dirais, au niveau des travailleurs, est-ce qu'ils sont protégés par rapport à la confidentialité, au niveau de leur sécurité d'emploi, tout ça, est-ce qu'ils pourraient révéler des choses, s'assurer que ce qu'ils pourraient révéler des choses ne mettent pas leur travail ou leur position en danger là. On doit aussi réfléchir au sens que l'on donne à la recherche avec. Est-ce que c'est quelque chose qui est transposable dans tous les contextes? Et quand je parle de contexte ici, je parle des contextes de recherche, donc selon la méthodologie employée, etc. Et si oui, alors quelle forme lui donner et comment interpeller nos comités d'éthique pour pouvoir l'intégrer de manière plus systématique? Alors, c'est la question, je dirais, d'éthique procédurale, des fois, elle peut avoir ce handicap-là, je dirais. Quoique de plus en plus, chez nous, il y a beaucoup de sensibilité par rapport à ça. Il y a des gens dans les comités d'éthique, des gens qui travaillent en éthique, qui sont sensibles et qui sont ouverts à faire de la place, à mettre peut-être dans une catégorie à part de la recherche émergente, qu'ils appellent. Et puis à être plus souple avec des dispositifs méthodologiques qui sont justement un peu imprévisibles dans leur déroulement. Mais où, si toute l'approche est bien expliquée, si on convainc, je dirais, du fondement de notre démarche, et aussi, depuis là, j'arrive, je dirais, à ce que moi je considère la véritable éthique dans la recherche, je dirais, qui est basée sur vraiment des valeurs et de la relation qu'on entretient avec les personnes avec qui on fait la recherche. C'est finalement le chercheur qui est interpellé sur cette question-là. La question de la restitution devient effectivement une décision qui appartient complètement au chercheur, en dépit du bailleur, en dépit du comité d'éthique, et finalement, c'est l'objet, donc c'est la dernière question qui est posée directement de l'enquêtrice, en l'occurrence au chercheur. Pour vous, vous voulez faire la restitution dans quel domaine? Ce qu'elle veut dire, c'est qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Vous voulez la faire auprès de qui? Vous voulez la faire pourquoi? Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez apporter avec la restitution?
parce que, sous-entendu, si c'est juste pour rapporter les résultats en tant que tels de ce qu'on vient de faire, même nous, on n'est pas sûr qu'on va participer parce qu'on ne veut pas être responsable de mobiliser, entre guillemets, inutilement des populations. Donc là, on a tout un questionnement à faire sur la connaissance, le rapport à la connaissance et du chercheur et des personnes qui participent directement à la recherche, et évidemment du sens que l'on attribue à nos travaux. Jacques, il y a tout ce que tu cites, et après, ça se définit. Enfin, moi, ça se décline à différents niveaux. C'est d'abord créer une sorte de contexte pour garantir cette éthique. Donc, ça passe par déjà l'échange avec le médecin avec lequel il travaille. Ça passe par un cadre très clair et dès le départ qui est posé par rapport à cette question de l'éthique. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, comment on le fait, sous quelle forme, etc. Donc, ça passe évidemment par des questions d'ordre méthodologique. Et puis sur des questions aussi de restitution. Il est très clairement, enfin, il n'est absolument pas question d'aller restituer la parole des patients aux médecins. Ça, c'est évident. Ça, c'est situé essentiellement au niveau de la question des bénéfices, les soi-disant ou les supposés bénéfices de la recherche, le consentement libre et éclairé. Et j'ai mis la restitution avec 3 points d'interrogation parce que rien n'est réellement exigé, en tout cas dans notre contexte ici, au niveau de la restitution. Alors, ce qui pose évidemment question et on y reviendra par la suite. Donc on a pu dégager aussi plusieurs niveaux d'éthique. Une éthique qu'on pourrait dire personnelle, mais aussi une éthique institutionnelle. Et donc on peut se poser la question donc, de savoir comment on compose avec ces deux niveaux d'éthique, aussi avec la prise en compte là, à ce moment-là d'une notion de transgression. Quand, pourquoi, comment et avec quelles intentions nous arrive-t-il de transgresser les procédures de l'éthique de la recherche? Oui. Moi, je vous propose que si on se comporte en être civilisé, il n'y a pas les votes de parole et tout, on peut, même l'interaction peut être très intéressante. Oui. Puis à un moment donné, s'il faut, ben, on interviendra méchamment. Oui. Il est plus vieux, il est plus... Prends la parole, vas-y tout de suite. Merci. Vous présentez des enjeux qui sont vraiment différents. Mais dans les deux situations, l'importance des rapports de pouvoir m'apparaît vraiment indéniable. Dans votre situation, on a toujours la réflexion, est-ce que les pratiques sociales, dans ce cas-ci, pratiques médicales, vont venir servir un agenda néolibéral versus vont aller servir le bien-être des gens, vont aller servir la justice sociale. Donc, on est un peu dans cette tension-là, dans les deux. Et cette tension-là prend vie dans la façon dont les rapports de pouvoir sont dirigés, sont établis au sein de l'équipe. Par exemple, dans votre équipe, il semblait avoir des rapports entre les médecins qui dirigeaient la recherche versus les médecins qui y participaient, en plus des rapports de pouvoir envers le personnel infirmier, en plus des pressions externes des compagnies pharmaceutiques, je ne sais pas trop, des pressions externes de comités de patients, de citoyens, je ne sais pas trop, la pression aussi du code de déontologie de chacun des professions. Et dans ce contexte de rapport de pouvoir-là, qui détient le désir de servir le néolibéralisme, dans ce cas-ci, qui détient le désir de servir l'entreprise pharmaceutique. Donc, je crois que la transgression est venue un peu... j'ai plus le temps de réfléchir à votre situation parce que vous avez parlé en premier, mais cette transgression-là est plus venue en raison de ces différents rapports de pouvoir qui faisaient qu'on remettait en question le bien-être des individus, on remettait en question la vision première de ça, et que la pression, la transgression est venue du fait que ceux qui ont levé un peu le bras en l'air en disant bon, mais ça n'a pas de sens, n'étaient pas ceux qui détenaient le pouvoir dans la situation présente. Donc, dans ce contexte-ci, il y a une analyse de pouvoir à faire aussi avec votre situation versus le poids académique en comparaison. Et la game aussi des chercheurs Parrish or Publish, cet enjeu-là qui vient en confrontation avec la façon dont on veut construire la recherche, construire les savoirs avec les populations autochtones, de valoriser les savoirs qui sont militants, les savoirs qui sont produits par la communauté. Donc, j'ai l'impression que la transgression vient de ces enjeux de pouvoir-là dans l'ensemble de vos deux situations. Mais je réfléchis à la chose, ça ne peut pas rapport à
On a dit qu'on interagissait. Ce qui me frappe, moi, c'est évidemment, je pense que c'est pour ça que c'est grave, c'est que vous attrapez toutes les deux le mot translation en sens inverse. C'est-à-dire que si Mira lui donne un sens positif, c'est-à-dire que la translation est éthique, c'est une valeur, il est nécessaire dans certaines situations de transgresser, etc. Alors, après, par rapport à quoi, etc., et dans quel système de pouvoir. Et Karine le prend en sens inverse. En disant le type de transgression dont tu parles est une transgression que dans ta trajectoire de chercheur, tu vas plutôt chercher à éviter. C'est-à-dire c'est pris au sens négatif. Évidemment, ce n'est pas la même transgression dont vous parlez. On va dire j'ai l'impression que du coup vos deux interventions montrent toute la tout l'éventail. C'est ça, tout l'éventail qu'il y a. Est-ce que l'éthique c'est les protocoles, les codes, les blablabla, ou est-ce que l'éthique c'est ce que je porte? Ce que je porte personnellement, mais aussi professionnellement, en tant que groupe professionnel. Parce que là, dans le témoignage de Cinéra, il y avait en plus une superposition. Tu dis, en tant qu'individu, et ça vous me dites toutes les deux, en tant qu'individu, il y a un moment où ceci et cela, on fait des choix. Et on est soutenu ou pas par le contexte. Alors, toi tu dis, en fait, grâce à la question posée, je ne sais plus de qui, tu es soutenu quand même par le code éthique, la déontologie de ta profession. Et à un moment, ça va devenir un affrontement profession contre profession et non pas individu contre individu. Une chose. Mais le contexte, ça pourrait être aussi le code éthique d'une institution qui recommande ou qui interdit telle ou telle chose. Et là, on est peut-être plutôt du côté de Karine avec le cadre juridique, etc., qui appuie ou qui empêche. Mais voilà, je voulais juste dire ça, c'est qu'on voit à travers vos deux tout le et qui du coup fait que si on ne voyait pas ça, facilement vous pourriez entrer en conflit radical, alors qu'en fait, vous parlez de choses différentes. Oui, à mon sens. Donc, il ne s'agit pas là d'une prescription rigide, mais de lignes directrices plus amples, qui suppose de laisser de côté les cadres de normes fixes et restreintes pour affirmer une certaine ouverture à l'indétermination et aux conditions singulières de chaque événement. À qui suis-je redevable quand je fais des recherches? C'est quoi ma responsabilité sociale? Quelles connaissances j'ai envie de produire? À quelle fin? Et finalement, à quel monde ai-je envie de participer? On est de plein pied dans cette production, mais on a quand même une marge de manœuvre. On n'est pas dans un monde qui de complète domination. On a justement cet espace de prise de pouvoir à l'intérieur de notre travail de chercheur pour faire contrepoids ou pour produire des connaissances qui justement abordent ou essayent de sortir de cette logique, de prendre un espace, de produire des connaissances qui deviendraient, et c'est un peu l'objectif de ce qu'on fait ici, qui prennent un espace aussi qui soit reconnu et qui viennent à faire contrepoids, mais pas nécessairement parce que même à l'intérieur de ces productions de connaissances autour de modèles, on est déjà conscient qu'il y a des limites. Et puis c'est pas toujours applicable, c'est pas toujours quelque chose qui répond aux besoins des personnes. Et voilà. Alors il y a
cette question fondamentale de dire qu'on a cet espace de liberté et se positionner par rapport à ça, se poser la question. Et on ne peut pas être complètement dehors, on est dedans, on ne peut pas se le cacher, mais on a quand même cet espace de conscience. Ça pose, je suis effectivement d'accord qu'il y a l'éthique personnelle. Et par exemple, moi, les protocoles, c'est enregistré, les protocoles d'éthique de l'université, je les transgresserai, mais sans problème. Parce que ce sont des normes enregistrées. Ce sont des normes. Non, mais ce sont des normes institutionnelles, formatées, c'est assez universel, ça ne reflète pas. Souvent on peut adapter. C'est ça, exactement. Souvent on peut adapter. En plus, on définit des populations vulnérables. Par exemple, des juges sont des populations vulnérables, n'est-ce pas? C'est intéressant de savoir ça. Oui, c'est ça. Bon, bref. Mais par contre, l'éthique du chercheur vis-à-vis de son terrain, particulièrement dans les questions autochtones, ça, j'aurais de la difficulté à le transgresser. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, là, on est dans l'éthique individuelle. Mais dans le cas des questions autochtones, c'est qu'il y a une éthique institutionnelle venant des autochtones. Et là, la vague nous rattrape. C'est-à-dire qu'on va être obligé, chercheurs, de normaliser ça. C'est-à-dire que ça ne va plus être basé sur la volonté personnelle et chacun notre éthique peut-être un peu élastique. C'est que, de toute façon, si on va vouloir faire de la recherche, on va être dans ce mouvement-là. Et il y a aussi, au niveau des minorités, je sais qu'en Amérique du Nord, c'est un peu comme ça, tout un mouvement de réaffirmation et essayer de collaborer en contrôlant un peu la recherche. Donc en fait, même si on essaye de se décoller de cette éthique institutionnelle de nos universités, on va faire face à une normalisation de l'éthique individuelle des chercheurs, mais là ça va plus être disciplinaire, je dirais, ça va être dépendamment des contextes dans lesquels on intervient. Et ça, je pense que aucun des chercheurs, que ce soit en sciences sociales, tous les chercheurs qui travaillent avec les questions autochtones, ne l'avaient pas vu venir celle-là. C'est-à-dire que basé sur leur bonne volonté en disant on va bien faire, mais n'avaient pas vu venir la vague de on va vous l'imposer de l'intérieur et vous n'allez pas avoir d'autre choix que de travailler avec nous. Mais est-ce que cette normalisation, c'est pas un juste retour de bâton d'abus et puis il y a l'histoire aussi des peuples autochtones. Mais c'est ça, mais voilà, il y a la je ne peux pas vous dire autrement, c'est tout à fait un juste retour de bâton. Et du coup, elle vient de l'extérieur, c'est comme si par exemple on travaillait sur des personnes à la rue pour changer d'objet, des personnes à la rue, et que tout à coup les personnes à la rue se mettent en collectif et vous disent non, maintenant si vous voulez nous regarder dormir dehors, il va falloir venir de telle heure à telle heure parce qu'il y en a marre que vous... Mais non, mais parce que là, eux, ils ont réussi à s'organiser pour faire face à des abus et de chercheurs qui aussi venaient les voir avec probablement une forme de culpabilité historique, comme des souris qu'on a mis dans des réserves et qu'on regarde petit à petit. Mais c'est exactement. C'est effectivement le travail de lobbying, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on a une organisation qui fait du lobbying à partir des données, je pourrais vivre ça comme une forme d'instrumentalisation de mon travail, sachant que moi, par ailleurs, si je prends le cas du service civique, je critique le dispositif et sa mise en œuvre, mais je ne critique pas la mise en œuvre, j'ai pas une vision critique de la mise en œuvre par l'unicité, parce que c'est une des associations qui respecte le mieux les valeurs du dispositif. Je critique l'agence du service civique, etc., pour d'autres raisons, en tant qu'outil de politique publique. Mais effectivement, les associations peuvent se servir. Et puis, je pense qu'on ne maîtrise pas tous les usages en fait, qu'elles ont potentiellement de nos données, y compris parfois, moi il m'arrive qu'elles citent des données sans citer la source. Ça c'est très fréquent et très fréquent. Et d'ailleurs souvent mon nom n'apparaît pas. Donc là effectivement je passe à la trappe. Mais est-ce que quelque part ça m'arrange un peu parce que comme ça je ne suis pas pris dans leur jeu en étant la sociologue de l'association machin. Ça permet de garder des éléments glissants. Mais oui, tout à fait, elles peuvent instrumentaliser. Je pense qu'elles instrumentalisent surtout quand il y a des causes sur des publics spécifiques. Moi je travaille sur les questions d'engagement des jeunes. C'est
pas un sujet très polémique qui créerait des fortes oppositions. C'est un sujet assez général en fait. Mais c'est sûr que quand je critique le service civique, elle préfère. Pour elle, c'est un peu embêtant. Finalement, c'est moi qui viens les embêter parfois avec mes critiques du dispositif. Mais je suis tout à fait d'accord sur l'idée qu'on puisse être instrumentalisé. Mais de toute façon, comme on l'est parfois quand on est interviewé par un journaliste qui a son idée derrière la tête, moi ça m'arrive très régulièrement, et qui prendra bien ce qu'il voudra de nos explications et surtout qui ne conservera que des éléments de surface, ce qui fait que tout ce qu'on a tenté de lui expliquer en détail, ça passe à la trappe. Donc voilà, je crois que ça fait partie de notre métier de rencontrer ce biais d'instrumentalisation parce que c'est des modes de traitement de la connaissance qui ne laissent pas d'espace, qui ne laissent pas de temps et qui font qu'on écrase sans arrêt les choses. Bon, je dirais que moi non plus, je ne vais pas être très formaliste. Et puis je vais plutôt m'appesantir sur une présentation qui a été faite hier par Paul Savourin. Et ça m'a d'autant plus interpellé dans la démarche qu'ils ont eu à entreprendre au niveau d'une recherche, parce que hier on a eu à évoquer le sujet de la commande et puis de la demande. Et il se trouve qu'ils ont été approchés par un consortium de banques alimentaires à l'idée de faire une restitution des activités qui étaient menées par ce consortium-là auprès des usagers. Et à ce niveau, on a eu à évoquer aussi le point sur l'éthique de la recherche et l'éthique dans la recherche. C'est-à-dire, il ne suffit pas juste de se poser la question, je vais dire en amont, de comment l'éthique va avoir une répercussion sur la production des connaissances, mais que c'est une démarche, c'est un processus permanent qui doit habiter l'esprit du chercheur du début jusqu'à la fin du processus. Et à ce niveau-là, dès qu'ils ont été approchés et que la demande a été soumise, l'idée a été qu'ils se sont posé la question, comment se fait-il qu'il n'a pas été mentionné l'association des usagers pour essayer de comprendre également quel est le type de rapport et quelle est leur vision qu'ils ont des différents services qui étaient fournis à leur niveau. Et à ce niveau-là, il s'est révélé que cela a permis notamment de beaucoup plus faire ressortir la vision des usagers par rapport aux différents services et qu'il y avait à travers la demande une intention cachée au niveau du consortium dans la mesure où ils avaient réalisé qu'au fur et à mesure, depuis les années 80 au Canada, il y avait plutôt une paupérisation de plus en plus accélérée de la population et qu'à tous les 5 ans, et le nombre de bénéficiaires ou bien d'usagers de banques alimentaires ne faisait que doubler. Et à ce niveau-là, la question des chercheurs, c'était de savoir comment, à travers ce processus, il faut éviter que les banques alimentaires ne deviennent une autre source d'oppression ou bien de marché parallèle qui va venir alimenter, parce qu'il y a un certain nombre de secteurs privés qui fournissent notamment des aliments à ces banques alimentaires, et à travers cela, ça leur permettait de faire une optimisation de leur rapport. J'imagine que c'est peut-être des déductions d'impôts, ainsi de suite, et ça constituait certainement un atout pour ces organismes privés-là. Donc, il ne faudra pas que cela puisse être un vecteur d'oppression de la part de ces officines privées-là vis-à-vis des usagers. Et finalement, à la fin du processus, ils ont réalisé que les usagers plutôt avaient l'impression que les banques alimentaires, à travers le cadre qui leur permettait de se retrouver, créaient un cadre d'échange et un cadre également de socialisation où il y avait une certaine réhabilitation de leur identité. Et ça, c'est fondamental. Et je pense que c'est ce qu'il a voulu faire ressortir, que dans une recherche, le plus important, ce n'est pas juste de s'acquitter du contrat entre le demandeur et puis les chercheurs, en étant, je dirais tout simplement, formaliste par rapport à l'éthique qui a été décidée en amont, mais se préoccuper plutôt des résultats ou bien des conséquences de la recherche sur notamment les usagers. Et je trouve que cela est fondamental. Et puis bon, un autre point aussi qui est revenu, c'est notamment l'interférence des politiques parfois sur la formalisation de l'éthique. Et on a vu que parfois,
dépendamment du régime politique dans lequel le chercheur effectue sa recherche, ça pourrait avoir notamment une influence sur sa marge de liberté notamment. Et puis bon, on a fait référence aussi, je pense, au cas français, où le comité d'éthique qui avait été mis sur place pour pouvoir rédiger, je dirais, un programme d'éthique, n'associait pas nécessairement les usagers. On a plutôt fait appel à des experts. Et à ce niveau-là, on peut se poser la question également de la façon dont l'éthique est rédigée. Est-ce que ça ne peut pas également être vecteur d'oppression ou vecteur peut-être d'une certaine hiérarchie de pouvoir entre les chercheurs et puis les usagers? Je pense que je vais m'en tenir à cela. Merci. Merci. Et puis juste pour finir, un dernier point aussi, une sorte de balancier qui me semble intéressant à interroger. Il a été posé aussi dans un certain nombre d'ateliers l'idée d'une démarche épistémologique comme garantie de l'éthique de la recherche, que l'on peut mettre en lien justement avec la mise en place des critères éthiques de la recherche pour la production des savoirs. La difficulté, effectivement, de se poser cette question de l'éthique dans les équipes de recherche, où l'unité évidemment est un leurre et une illusion totale, d'autant plus quand on travaille dans des équipes pluridisciplinaires, ce qui est mon cas par exemple. Et il s'avère que nous, à l'Université de Limoges, on a un master qui s'appelle éthique de la recherche. Pas master, qu'est-ce que je raconte? Un séminaire dans le master, pardon, qui s'appelle éthique de la recherche. Qui existe donc depuis la rentrée 2012-2013. On est 4 à intervenir dans ce séminaire-là. Alors on a fonctionné la première année, je dirais, à l'aveuglette, c'est-à-dire qu'on a fonctionné sans jamais discuter ensemble de la manière dont on allait monter ce séminaire, qu'est-ce qu'on allait raconter aux étudiants, sachant que dans ce master-là, on a des étudiants majoritairement en sciences de l'éducation, mais on a aussi des étudiants qui sont des étudiants en littérature francophone et quelques étudiants en civilisationniste. Donc déjà, on a des étudiants qui ont des cultures académiques extrêmement différentes. Et puis, comme on a des étudiants, je dirais, de 2e ou 3e génération, on a aussi des étudiants qui sont plus âgés que des étudiants en formation initiale et qui sont des professionnels du secteur social, éducatif ou de la santé, etc. Donc nous, les 4 enseignants qui avons en charge ce séminaire, la première année, on ne s'était pas parlé. Et donc, chacun a fait, dans son coin, quelque chose à sa sauce. Alors on s'était dit, quand on avait monté cette maquette, en disant que ce serait quand même pas mal de parler d'éthique avec les étudiants. Alors le responsable du master a dit « oui, très très bien, oui, c'est... » Donc on fait un séminaire d'éthique. D'accord. Et puis l'année où notre maquette a été habilitée, donc l'année d'après, alors qui fait ce séminaire d'éthique de la recherche? Ce qui serait pas mal, c'est qu'une année, 4 le prennent en charge, et puis l'année d'après, 4 autres, et puis voilà. Donc on a discuté les modalités, l'organisation, qui prend en charge ce séminaire. Mais sur le fond, absolument rien. Et puis, à la fin de la première année, il a fallu évaluer les étudiants. Et on avait décidé qu'on ferait une évaluation collective. Avec. Voilà, une évaluation avec. Alors, les 4 enseignants qui, la première année, intervenaient dans ce séminaire d'éthique de la recherche, on était 2 en sciences de l'éducation, un civilisationniste et un littérature francophone. Alors, notre collègue de littérature francophone nous dit « Oh, mais bon, les étudiants sont majoritairement en sciences de l'éducation, alors bon, vous faites comme vous voulez. » Et je pose la question lors d'une petite réunion « Mais tu leur as parlé de quoi ?»« Oh,
je leur ai dit, il y a des choses bien à faire et puis il y a des choses pas très très bien à faire. D'accord, mais comment, enfin je veux dire, nous aussi hein, on débarquait là-dedans et tu as parlé un peu de méthodologie. Oh, la méthodologie, nous de toute façon on va pas sur le terrain, donc bon. Alors moi je pose la question naïvement en disant mais parce qu'on fait la méthodologie, ce n'est qu'une histoire de terrain. Bah oui, enfin nous on a un corpus littéraire, on étudie un corpus, mais est-ce que c'est du terrain? Est-ce que alors, je dis non, c'est peut-être pas ton terrain, mais c'est quand même une méthode. Enfin bon. Et puis voilà, et on n'est pas allé au-delà de ça la première année. La deuxième année, donc certains collègues me disent ah non moi je ne prends pas, et moi je dis mais quand même peut-être au moins se mettre d'accord sur peut-être pas ce qu'on raconte de manière individuelle aux étudiants, mais comme on avait décidé de faire une évaluation commune, on travaille sur quel texte, et puis peut-être qu'on pourrait, je sais pas, faire une co-animation du séminaire. Et puis, bon, ça, je vais retenter l'année prochaine, hein, ça n'a toujours pas fonctionné. Et à un moment donné, dans une discussion avec des étudiants de master que j'encadre, au début de l'année, enfin, disons les 2 ou 3 premiers mois, on commence à parler de la méthodologie de la recherche, etc. Puis il y a une étudiante qui dit mais c'est marrant parce que il y en a qui font pas comme vous. Alors je dis ça veut dire quoi? Il y en a qui font pas comme. Ben oui, par exemple, il y en a qui disent que ils demandent pas l'autorisation quand ils font un entretien de pouvoir faire un entretien. Ils cachent leur dictaphone dans le sac. D'accord. Très bien. Et puis il y en a aussi qui nous disent qu'ils ont rendez-vous avec un journaliste, ils font une discussion, ils nous disent que ça c'est un entretien. Alors nous on est complètement perdus parce que quand vous nous racontez comment on négocie le terrain, comment on fait un entretien, comment on écoute l'autre, comment on observe l'autre, nous on ne sait plus comment faire. Alors tout ça pour vous dire que je ne sais pas ce que donnera l'année prochaine ce séminaire d'éthique de la recherche, mais c'est extrêmement problématique parce que effectivement, et c'est en ça que je rejoins Valérie, on a notre éthique personnelle de chercheur, de comment on fait de la recherche, comment on écoute l'autre, comment on recueille ces données, et puis parfois comment on restitue ces données. Et puis, il y a parfois, dans une même équipe, des discours qui sont tellement, alors là pour le coup, vraiment aux antipodes, que ça pose un problème dans la formation pour les étudiants. Parce qu'après, on a parfois le sentiment, et moi je trouve que c'est problématique aussi quand on est enseignant-chercheur, le sentiment que du coup on est obligé de défendre sa chapelle, parce qu'évidemment, moi je ne peux pas admettre qu'on dise à un étudiant, j'ai planqué le dictaphone dans mon sac à main et je fais mon petit entretien comme ça, j'enregistre et je ne dis pas à l'autre que j'ai pratiqué comme ça. Et enfin, pour moi, c'est absolument inadmissible. Mais comment dire aux étudiants, ma collègue ou mon collègue raconte des conneries, parce que voilà, c'est compliqué, quoi.